Donc, innovation démocratique sur l'accompagnement des associations. On a eu un constat à peu près général entre tous les participants, c'est qu'on était bien en peine de définir ce qu'était l'innovation, la démocratie et l'innovation démocratique. On disait que ça existait déjà avant, que c'était un peu la tarte à la crème et que ça ressortait, que tout le monde parlait d'innovation aujourd'hui, et qu'il y avait une espèce d'injonction à innover aujourd'hui, injonction à innover dans un contexte d'extrême concurrence entre les associations, entre les structures de l'ESS, entre les structures de l'ESS et les entreprises, entre les collectivités. Bon, là, je brode, mais en fait, c'est un peu ça. Mais qu'au final, l'innovation, c'était expérimenter, se questionner au quotidien, tous les jours, sur les territoires, dans les ensembles, dans l'ensemble des territoires, et surtout ensemble, pas seuls, mais justement en interaction les uns avec les autres. C'était la liberté de faire, avoir cette liberté justement de pouvoir expérimenter, innover. Dans un cadre de gestion des intéressés, on était très attachés à cette gestion des intéressés, versus gestion intéressée, lucrative, qui met à l'honneur le secteur associatif. Et en même temps, on se disait qu'il ne fallait pas mettre au pilori les associations qui étaient dedans et dehors, c'est-à-dire celles qui bénéficiaient de certains financements et qui avaient un peu le vent en poupe, et qui étaient aussi en interne, qui avaient des personnes en interne qui pouvaient être aussi elles-mêmes promotrices de solutions innovantes à l'intérieur pour l'extérieur, et que sous des apparences d'associations florissantes et peut-être un peu dans le mainstream, c'était aussi des associations qui avaient en leur sein des forces vives qui permettaient aussi cette expérimentation. Et voilà, en tout cas, on pouvait innover aussi en étant vertical et pas que horizontal, et que l'horizontalité et la verticalité, c'était aussi peut-être... il y avait de la transversale qui pouvait interagir entre les deux. Ce qui comptait au final pour nous, c'est l'empathie. L'empathie, on s'est dit que c'était très important entre nous. La curiosité, et que finalement la perte de temps, le droit à l'erreur, le droit à l'expérimentation, c'était quelque chose qu'il fallait usiter, qu'on en parlait déjà il y a 20 ou 30 ans. Peut-être pas par les mêmes personnes, mais qu'entre-temps, il y avait eu des chercheurs qui avaient en sciences sociales ou pas, qui avaient en fait initié pas mal d'études, et qu'aujourd'hui, finalement, l'innovation, c'est le droit à l'expérimentation. Voilà. Merci beaucoup. Un autre atelier volontaire Alors, bonsoir à tous et à toutes. Pardonnez-moi pour l'accent, mais j'espère que vous allez bien comprendre. Alors, je vais parler de l'atelier de ce matin, la face cachée des outils numériques collaboratifs. Et pour synthétiser, il nous a semblé qu'on a eu la possibilité d'écouter 3 intervenants. Et les 3 interventions étaient sur 3 façons différentes d'utiliser la technologie pour faciliter la communication démocratique au sein des associations. Et la première, c'était CoJob, une association qui cherche de créer des groupes de chercheurs de travail en créant des espaces pour partager ce type de recherche qui, normalement, comme vous savez, ça mène parfois à la solitude, à rester toujours chez nous en cherchant un travail qui jamais arrive. Et voilà, parfois c'est compliqué. Et c'est pour ce type l'objectif, c'est de faire sortir de la solitude dans la recherche d'emploi, de la création des liens sociaux et d'éduquer finalement à l'autonomie des gens qui participent à des groupes pour la recherche de travail. Mais qui sont tout à fait autonomes. On va dire l'association donne un cadre où les gens ont la possibilité de travailler de façon collaborative pour chercher du travail et en même temps avoir des liens sociaux et tout ça. Et deuxièmement, je passe tout de suite la parole à ma collègue d'atelier. Alors, la question des usages des réseaux sociaux de la première la première association de CoJob, c'était qu'ils utilisent plutôt Facebook pour le recrutement général des intéressés, LinkedIn, mais ils préfèrent donc utiliser Facebook à cause de ce côté détracté de cet outil.
Et ils utilisent dans un premier temps donc, le recrutement, comme je disais, mais dans un second temps, ils utilisent ça pour créer des groupes fermés, des promotions, parce qu'en fait, une des activités, c'est de créer des promotions des chercheurs d'emploi. Donc les groupes fermés où il y a un vrai échange de ce que mon camarade disait. Suite à ça, donc, il y avait une présentation de leur business model et ils sont en recherche d'un business model plutôt viable. Durable. Asteria nous a présenté les outils de travail dans la gestion de projets. C'est Slack et Framateam. C'est une solution de logiciel libre. Et donc, ils nous ont expliqué comment ils ont fait un transfert de Slack à cette Framateam, Framasoft. En fait, Framasoft, c'est le groupe des logiciels libres. Mais Framateam, c'est en fait l'équivalent de Slack. Et leur premier souci, c'était de rester cohérent. Ils voulaient donc partir sur un réseau social qui était plutôt celle qui préservait les éléments sur les usagers. Alors que Slack, il utilisait les datas pour les vendre, alors que Framateam n'utilisait pas. Et on a ensuite le April. C'est une association qui propose de conseils et tout ce qui est en lien avec l'usage des logiciels libres. Et justement, ils sont très intéressants de comment ils utilisent le numérique d'organiser leur assemblée générale. C'est plutôt par online. Vote, c'est en ligne. Donc, le numérique a dynamisé en fait l'usage, la vie de l'association par ce moyen. Voilà. Et je dirais, c'est tout. Voilà. On passe. Du coup, je voulais juste vous remercier de vous être prêté au jeu. Merci beaucoup. Et je voulais aussi simplement rajouter un message, je crois, qui était ressorti de cet atelier. C'est l'importance du réel en complémentarité du numérique. Les rencontres dans le réel qui permettent d'établir des vrais liens sociaux et la bienveillance qu'on a du mal à atteindre uniquement via les outils numériques. Voilà. Merci. Bonsoir. Du coup, on est à 2 pour l'atelier de ce matin. L'horizontalité est-elle une innovation démocratique ? Je sais toujours pas. Ce que je peux dire, c'est que on a eu des super références avec les recherches de Maïté, de Ada, et puis on a eu aussi la cyclo-officine de Pantin qui nous a expliqué leur mode de fonctionnement. C'était hyper intéressant. Du coup, tellement d'informations, trop peu de temps, c'est dommage. Ce que je peux dire, c'est sur est-ce qu'il y a un modèle type, est-ce qu'il y a vraiment une seule façon de fonctionner. Ça pose question encore, et je pense que c'est bien de réfléchir à notre façon de faire, et puis de regarder ce qui se passe à côté pour voir comment fait le voisin et comment font les autres, puisqu'il y a peut-être plusieurs façons de faire. Et donc voilà, c'était mon ressenti. Du coup, par rapport à la question justement de l'horizontalité, ce qui était cool, c'est qu'on a pu avoir Cyclo-officine qui était venue à 3, qui était venue en s'appelant tous Dominique Cardon, ouais, c'est ça, enfin Carnot, enfin bon bref, Carnot, ouais, pour dire pas de voiture. Et qui vivait vraiment l'expérimentation de ce qu'ils voulaient voir dans l'horizontalité, enfin comment ça se négociait au quotidien dans leur asso et toutes les limites que ça posait, par exemple le fait qu'ils ne soient pas forcément mixtes dans leur CA, etc. Et leur volonté de s'interroger du coup sur eux, quelle était leur adresse, enfin beaucoup de réflexions intéressantes. Le regard historique aussi a été super pertinent parce que je pense qu'en fait,
on vient ici, mais on a tous on va dire des enjeux, des questionnements qui nous sont propres, que ce soit volonté d'approfondir une perspective historique, parce qu'on se rend bien compte que notre pratique d'aujourd'hui, elle n'est pas ex nihilo, mais pour autant, on la raccroche pas à des expériences militantes passées, enfin, on voit pas l'affiliation directe. Enfin bref, voilà, donc avoir un cadrage historique et en même temps des expériences alternatives internationales, ça permet de se sentir aussi d'une manière un peu moins seule. Et juste ce qu'on voulait dire, nous, un peu sur la forme des débats, on aurait vraiment aimé qu'au début, on fasse un tour de table pour justement se présenter chacun. Comme ça, on est un peu au clair sur qu'est-ce qu'on vient chercher, d'où on se place, est-ce qu'on est universitaire, est-ce qu'on est membre d'une association, enfin, bénévole. Bref, voilà. Et ensuite, nous, on regrette un peu peut-être que ça a été super court parce qu'il y avait ce matin, il y avait énormément de matière à l'échange. Donc, on a eu l'échange, mais on n'a peut-être pas eu le débat après. Enfin, pas le débat, mais voilà, poursuivre. On avait vraiment... Personnellement, je pense que je me serais contentée, par exemple, de cette intervention ce matin, mais sur la taille de la journée. Voilà. Je sais pas. Histoire qu'on fasse les choses bien, enfin, qu'on essaye de... moins passer en revue et peut-être aller au fond des choses, quoi. Voilà. Bonjour, alors l'atelier auquel j'ai participé ce matin, et nous étions nombreux aussi, c'était démocratie participative à association, je t'aime moi non plus. Et on a effectivement navigué entre enthousiasme et désenchantement, et surtout du désenchantement, ou en tout cas de grandes questions sur la manière dont aujourd'hui on s'empare ou pas de la démocratie participative. Donc on a pas mal parlé des instances de participation qui sont prévues par la loi, les conseils citoyens, les conseils de quartier, mais aussi d'instances qui sont encore aujourd'hui plus informelles, type table de quartier. Et donc on a bien vu qu'à tout niveau, ça se passe plus ou moins bien. Et alors, pour pas rester sur une note négative, parce que j'aime pas trop ça, j'ai quand même du coup essayé de synthétiser les conditions de réussite. Elles sont pas réunies, enfin souvent pas réunies. Mais donnons-nous un peu d'espoir, un petit peu d'espoir. Alors, pour que la démocratie participative, ça marche dans les assos, enfin, en tout cas pour que les associations s'en emparent et qu'il y ait une vraie participation citoyenne via leur truchement, il faut des associations ou des personnes moteurs, en tout cas, quelqu'un qui va au début porter les choses, une mobilisation permanente aussi, ce qu'on disait, on a 10 personnes, c'est bien, mais si on s'essouffle, il faut tout le temps aller chercher du monde et jamais s'arrêter, et tout ça, ça prend du temps. Une souplesse aussi dans l'organisation, plus on est institutionnalisé, moins les citoyens participent, et plus on cause jargon, moins ils se sentent concernés, donc on a aussi à s'adapter, à être, pas être trop institutionnalisé. La question de la liberté aussi, de l'indépendance des habitants, des instances d'habitants, une liberté d'organisation, une liberté de choix, et quelqu'un disait qu'il faut s'autoriser à dépasser le cadre, c'est ce qui permet du coup d'avancer. Voilà, l'indépendance. Les résultats aussi, de voir des résultats visibles, ça peut favoriser la mobilisation des citoyens qui vont se dire, ça sert à quelque chose finalement, on en voit les effets. Et puis, du coup, côté institution, une volonté politique. Et alors ça, c'est moi qui le dis, on ne l'a pas prononcé, mais la question de la bienveillance, du respect, d'un accompagnement, et du coup, tout simplement de partager le pouvoir. On en revient à cette question dans la participation citoyenne. Et aussi du temps. Ce qu'on disait, le temps institutionnel, le temps des gens, c'est pas le même. On ne devient pas un orateur merveilleux en 5 minutes. Donc, tout ça, ça se construit, et souvent les institutions ne nous laissent pas le temps de construire. Voilà, et c'est ce qui permettra du coup de faire évoluer durablement notre environnement, notre société. Et donc, il y avait des gens qui disaient, nous, on est dans des instances de participation, et même si c'est des tout petits progrès, on y croit. D'autres qui étaient un petit peu moins optimistes après 40 ans, mais qui luttent. Et c'est ça qui est intéressant, je vais la nommer, c'était Bénédicte Madelin qui nous a sorti quelques petites phrases chocs du genre le pouvoir, si on ne nous le donne pas, on le prend. Et je trouve que c'est plutôt intéressant. Et puis du coup, toute cette question, et ça va être la conclusion finalement, est-ce qu'on se retrouve dans un rapport de force avec, là, pour le coup, les institutions, ou est-ce qu'on pourrait envisager un rapport de collaboration un peu plus serein où chacun trouverait sa place? Point d'interrogation. Et peut-être encore une autre question, de l'information à la codécision réelle.
voilà, où est-ce qu'il est le curseur, quelle place nous on pourrait prendre, ou en tout cas voler peut-être, quelle place les institutions voudraient nous donner. Et je pense que là, plus on ira vers la codécision, moins on sera dans une démocratie participative qui leurre un petit peu tout le monde. Voilà. Merci beaucoup. Et j'allais juste rajouter qu'une des réflexions qu'on a eues aussi, c'est finalement le terme d'innovation, j'ai l'impression, est assez peu ressorti dans l'atelier. Par contre, ce qui est ressorti, c'est le terme d'inventivité. Et voilà, je pense que ça apporte aussi de l'eau au moulin à cette réflexion sur l'innovation démocratique. Sur les bénéficiaires. Et pour finir, alors je suis désolée, j'ai oublié de proposer aux participants de mon atelier de venir contribuer à la restitution. Donc sur l'atelier de la participation des bénéficiaires, j'espère que je vais être représentatif de ce qui s'est dit. Le constat d'une tension centrale dans la question de la participation qui est relative au partage du pouvoir. D'un côté, donner un rôle aux bénéficiaires dans la co-construction des savoirs et des services, ou les reléguer finalement à un statut accessoire. Donc voilà, cette idée de prendre en compte la complexité des processus participatifs pour impliquer les bénéficiaires et éclairer aussi les phénomènes d'instrumentalisation de la participation, où elle apparaît comme un outil de gestion pour améliorer la performance de certains services, comme dans les organismes HLM, ou aussi dans le secteur sanitaire, où on peut observer une privatisation de l'associatif. Et où du coup la participation paradoxalement contribue à renforcer, à reproduire le pouvoir. Je m'y perds. Amène une reproduction du pouvoir, voilà. Face à ce constat-là d'une possible instrumentalisation de la participation, il est ressorti qu'il y avait une nécessité de reconnaissance d'un type d'intelligence et de connaissances forgées dans les conditions de vie et dans les milieux de vie des personnes, et aussi la nécessité d'évoluer vers une sorte d'écologie des savoirs, comme le préconise Sousa Santos, donc, qui est un théoricien d'Amérique du Sud, où on va vraiment s'orienter vers une complémentarité des savoirs vécus, tirés de l'expérience et des milieux de vie, et les mettre en complémentarité avec des savoirs professionnels et des savoirs universitaires. Voilà, pour vraiment essayer d'agir sur les conditions structurelles de domination. Et finalement, aussi également pouvoir susciter des innovations dans l'action publique en ayant une capacité d'interpellation face aux institutions, ce qu'a montré notamment l'intervention de Brigitte Chamac, donc, autour des associations d'usagers, de personnes atteintes d'autisme et de parents de personnes atteintes d'autisme. Voilà. Merci. Il y avait un dernier atelier cet après-midi en salle 403. Donc, c'est 2 ateliers qui ont été regroupés, mais je ne les vois pas autour de nous. Donc, est-ce qu'il y a un rapporteur ou pas donc, sur la gouvernance associative et les questions de statut. Personne ne veut se jeter à l'eau. Viens ici peut-être. Vous arrivez à tic. Du coup, juste nous dire 2 mots sur l'atelier de cet après-midi. Bon. Donc, bonsoir. Un petit peu, oui, je suis désolé, je suis en retard parce que j'ai eu un petit souci dans mes affaires qui sont un peu... Bref. Donc, nous avons fait un atelier qui est fondé sur un outil, le théâtre du forum ou théâtre de l'opprimé. Nous avons fait un petit tour de table au sein du groupe pour savoir quelles étaient les problématiques que les associations rencontraient et comment nous pourrions nous mettre à la place dans un scénario afin de trouver des solutions potentielles aux problématiques de l'association en question. Il y a 2 scénarios qui se sont dégagés. L'un, c'est l'injonction
comment augmenter le nombre d'adhérents dans la participation à l'association, l'activité de l'association. Et l'autre, c'était comment transmettre la culture de l'association aux nouveaux adhérents, ou comment faire évoluer cette culture avec les nouveaux adhérents. Donc on s'est concentré sur le premier scénario. Premier scénario, donc on a fait ce théâtre qui est un peu comme, je ne sais pas si vous connaissez les constellations familiales, où chacun a un rôle et incarne un rôle qui a été présenté, incarne un rôle dans l'association qui sert de cadre à cette petite pièce, et improvise selon ce qu'il a compris de la situation de l'association. Et donc on a fait, ça a eu lieu en deux temps. Un premier temps où on a refait ce qu'on pensait être le mode de fonctionnement actuel, où c'était un petit peu chaotique et où on a on s'est surtout ce qui s'est dégagé comme problématique, c'est des problématiques individuelles et des personnes qui râlaient sur les dysfonctionnements de l'association. Et puis dans un deuxième temps, l'organisatrice a proposé une autre configuration dans laquelle il y avait un travail en amont. Alors le cadre, je ne l'ai pas précisé, c'était en AG. Pourquoi il n'y a pas plus d'adhérents qui viennent à l'AG. Et donc, donc, dans la deuxième configuration, il y a eu des commissions en amont qui s'étaient tenues pour discuter des problématiques. Et donc, les présidents de commission pouvaient apporter directement des solutions lors de l'AG, ce qui permettait d'avoir un dialogue autour des objectifs et non pas au niveau des problématiques individuelles des membres présents à l'AG. Voilà. Quelqu'un veut compléter ? Donc voilà, globalement, on a demandé à la personne qui était, ou à l'association, représentant de l'association qui était concernée, il a trouvé ça pertinent, il a des idées, des pistes d'amélioration avec lesquelles il repart. Les autres membres auraient bien voulu aussi bénéficier de ça, mais le temps n'était pas suffisamment important pour pouvoir faire d'autres scénarios. Donc on réfléchit, on a discuté, on a débriefé un petit peu à la fin et réfléchit à ce que des scénarios soient préétablis avant l'atelier et de façon à pouvoir organiser plusieurs pièces. Voilà. Merci à vous. Merci à vous. Merci au rapporteur d'avoir joué le jeu et de nous avoir donné un petit aperçu de ces ateliers. Alors on a bien conscience que du coup la restitution est très courte, mais on avait le sentiment que les restitutions étaient souvent trop longues, donc voilà, on a pris l'extrême inverse. Mais pour vous donner un peu une idée de ce qui va se passer ensuite, donc comme vous avez vu, il y a des vidéos qui ne demandent qu'à être montées de cette journée et qui vous seront publiées et vous en aurez connaissance, sachant que ça prendra peut-être un petit peu de temps, parce que ça prend du temps de monter des vidéos. Et par ailleurs, nous, l'équipe organisatrice, on va rédiger des actes de cette journée. Donc vous aurez une synthèse de chaque atelier qui reprendra à la fois les éléments de la conclusion et puis des éléments que chaque animatrice a pu noter pendant les ateliers. Et donc ça aussi, on vous les fera parvenir. Si vous n'avez pas reçu de mail de notre part avant cette journée, ce n'est pas normal, c'est qu'on n'a pas votre adresse email. Du coup, si vous voulez bien recevoir les actes, il faudra nous la laisser en sortant. Alors j'en profite pour faire un tour des remerciements. Donc je remercie déjà les organisatrices de cette journée. Je vous remercie vous participants d'être venus et aux rapporteurs d'avoir joué le jeu. Il faut remercier aussi toute l'équipe d'Asteria qui s'est donnée en coulisses et n'a peut-être pas été beaucoup visible, mais c'est grâce à elle que cette journée a pu se dérouler dans de bonnes conditions. Je remercie encore nos partenaires, le GIS, la MSH, le CERLIS, la Ligue de l'enseignement et le CAP, qui nous ont permis aussi de mettre en place cet atelier. Et je n'oublie pas les intervenants qui ont été nombreux d'avoir
bien voulu nous partager leur expérience et leurs analyses sur les différentes questions qui ont été abordées. On note bien aussi pour les prochaines journées d'études cette petite frustration qui a été énoncée tout à l'heure, et on y réfléchit. Voilà, donc j'en profite pour vous dire qu'il y aura d'autres journées d'études qui seront organisées. L'idée, c'est d'en faire à peu près tous les 6 mois, voilà, sur des thèmes qui touchent encore aux thématiques de l'engagement citoyen, de la participation, du pouvoir d'agir et de ses liens avec l'inclusion sociale.